Une étoile immense du cinéma français, une femme dont le regard a traversé des décennies d'écran, a-t-elle vraiment pu s'éteindre presque en silence, dans l'intimité de son propre appartement, rongée par une maladie que le public ne voit jamais venir avant qu'il soit trop tard? C'est toute la brutalité de la disparition de Nathalie Baye. À 77 ans, l'actrice s'est éteinte le vendredi 17 avril 2026 à Paris, loin des tapis rouges, loin des salves d'applaudissements, loin de ce vacarme de gloire qui accompagne les grandes figures et qui pourtant ne protège jamais personne contre la lente avancée du corps qui cède, de l'esprit qui vacille, de la vie qui se retire sans demander la permission. La nouvelle, annoncée par sa famille et relayée dès le lendemain, a saisi la France comme un choc sec, un de ces coups de tonnerre qui semblent irréels parce qu'il frappe une silhouette qu'on croyait installée pour toujours dans le paysage. Et c'est peut-être cela, au fond, qui bouleverse le plus. La mort d'une femme que l'on a tant vue vivre à l'écran nous rappelle avec une violence inouïe que la célébrité n'est qu'une lumière projetée sur la fragilité humaine. Derrière la justesse de jeu, derrière cette élégance grave, derrière la discrétion presque souveraine qui a longtemps défini Nathalie Baye, il y avait depuis des années un combat plus obscur, plus intime, plus humiliant aussi, contre une maladie neurodégénérative dont le nom même reste flou pour beaucoup. La maladie Accorde-Lewy, une pathologie redoutable, souvent décrite comme l'un des visages les plus cruels du déclin neurologique, parce qu'elle mêle atteintes cognitives, troubles moteurs, fluctuations de la lucidité et parfois hallucinations. Comment accepter qu'une femme capable d'habiter chaque silence, chaque tremblement de voix, chaque nuance du visage ait dû affronter ce lent dérèglement de la conscience et du mouvement? Ce mot, le oui, n'avait pas encore eu le temps de devenir une évidence publique autour de Nathalie Baye. Comme souvent chez les grandes figures, la maladie restait enveloppée d'un voile de pudeur, de retenue, presque de protection. Mais lorsque la famille a confirmé qu'elle en souffrait, ce que beaucoup pressentaient sans pouvoir l'affirmer, a soudain pris la forme d'une vérité tragique. Quelque chose, depuis un certain temps, éloignait peu à peu la comédienne de la scène publique. Il arrive un moment où l'absence parle plus fort que les apparitions. Un moment où le retrait n'est plus seulement une réserve de star, mais un signe, un signal discret, un effacement progressif. Et quand la vérité surgit enfin, elle rééclaire tout. Des silences, les rares images, les inquiétudes que l'entourage ne formulait pas, les rumeurs qu'on préférait taire par respect. N'est-ce pas là l'un des aspects les plus cruels de ces maladies? Elles arrachent d'abord la personne au vivant, bien avant de l'emporter tout à fait. La France, samedi matin, ne s'est pas contentée d'apprendre une mort. Elle a éprouvé un vertige. Car Nathalie Baye n'était pas simplement une actrice célèbre. Elle faisait partie de cette poignée rarissime d'interprètes que le public associe à une forme d'exigence, de noblesse, de vérité. Des comédiennes qui semblent ne jamais jouer faux, parce qu'elles ne trichent ni avec l'émotion, ni avec le temps. Depuis ses débuts dans les années 1970, jusqu'à ses rôles les plus tardifs, elle avait imposé une présence singulière, celle d'une femme capable d'être lumineuse sans effet, populaire sans vulgarité, puissante sans brutalité. Son nom évoque aussitôt une traversée du cinéma français, du film d'auteur aux œuvres plus grand public, sans jamais renoncer à cette intensité sèche, à cette manière de faire exister une douleur sans la souligner. Reuters rappelle d'ailleurs qu'elle était connue bien au-delà de la France, notamment pour son apparition dans Catch Me If You Can de Steven Spielberg, preuve supplémentaire que son aura avait dépassé depuis longtemps les frontières nationales. Cette disparition a déclenché une déferlante de peine. Les hommages ont afflué, parfois avec des mots simples, parfois avec cette maladresse magnifique que provoque le deuil quand il vient frapper trop vite. Il y a eu la stupeur du public, les archives qui ressurgissent, les extraits partagés en boucle, les visages bouleversés, les souvenirs qui reviennent par vagues. Il y a surtout eu ce message qui serre la gorge, parce qu'il dit l'essentiel en si peu de mots. David Hallyday, demi-frère de Laura Smet, fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, a publié une déclaration de soutien à sa sœur. « Laura, je t'aime. » Tout est là. Dans ces 4 mots, il y a la sidération, l'impuissance, le réflexe de protéger, l'amour familial qui se jette en avant quand plus rien ne tient debout.
Combien de drames tiennent finalement dans une phrase si courte qu'elle semble presque incapable de contenir le chagrin qu'elle transporte? Autour de l'Eurasmet, justement, le vide doit avoir pris une épaisseur particulière. Perdre une mère n'est jamais un événement ordinaire, mais perdre une mère que tout un pays regarde pleurer, commenter, célébrer, disséquer, c'est vivre un arrachement dans une double lumière, celle de l'intime et celle de l'exposition publique. Nathalie Baye et Johnny Hallyday ont longtemps appartenu à cette mythologie française où les histoires d'amour, les séparations, les enfants, les blessures et les fidélités contrariées deviennent plus que des biographies, presque des chapitres de romans national populaires. L'Eurasmet porte depuis toujours cet héritage-là, et l'on imagine sans peine ce que représente, dans une telle journée, le poids d'un nom, d'une mémoire, d'une filiation, d'une histoire que le pays croit connaître alors qu'il n'en voit que les contours. Et puis il y a ce silence que beaucoup ont scruté avant qu'il ne se rompe. Ce silence des amis, des partenaires de jeu, de ceux qui ont partagé avec Nathalie Baye non seulement un plateau, mais une époque, une manière de faire du cinéma, une langue commune du métier. Benoît Magimel, son partenaire dans Selon Mathieu, est revenu dans les récits d'hommage comme l'un de ceux dont l'émotion disait plus que n'importe quel long discours. Leur collaboration à l'écran appartient à ces rencontres artistiques qui laissent une trace, parce qu'elles captent autre chose que la simple mécanique du jeu. Une tension, une écoute, une densité humaine. Quand un acteur salue la mort d'une grande partenaire, ce ne sont pas seulement des souvenirs de tournage qui remontent. C'est un pan entier du temps qui vacille. C'est une génération, une façon de travailler, un climat d'art, une fraternité discrète qui se fissure d'un seul coup. Selon Mathieu, existe encore, bien sûr, mais ceux qui l'ont porté n'habitent plus le même monde qu'hier. Il faut alors revenir à ce que Nathalie Baye représentait vraiment. Non pas seulement une carrière longue, ce qui serait déjà immense, mais une manière très particulière de traverser les décennies sans se dissoudre dans la caricature de soi-même. Certaines stars deviennent le mausolée de leur propre image. D'autres se durcissent, se répètent, s'imitent. Nathalie Baye, elle, a continué à chercher. En 2003, elle jouait dans Une vie à t'attendre avec Patrick Bruel. En 2005, elle enchaînait L'un reste, l'autre part de Claude Berry et surtout Le petit lieutenant de Xavier Beauvois. Rôle immense où elle incarnait une commandante de police brisée par un drame familial et par l'alcool. Une femme debout à l'intérieur d'elle-même, mais presque en ruine sur les bords. Cette interprétation lui valut un 4e César, et ce n'était pas un simple prix de plus. C'était la reconnaissance d'une maturité artistique devenue vertigineuse. Une actrice peut-elle recevoir plus bel hommage que celui d'être récompensée au moment où elle transforme ses fêlures en puissance de jeu? L'année suivante, en 2006, elle apparaissait encore dans des œuvres marquantes. La Californie à la télévision, puis Ne le dit à personne, de Guillaume Canet. Succès critique et public qui rappelait combien son visage suffisait à installer un trouble, une crédibilité, une densité immédiate. Et comme si le cinéma ne lui suffisait pas, elle retrouvait aussi le théâtre après une longue absence, avec Zouk par Zouk, mise en scène par Gilles Cohen au Théâtre du Rond-Point, après un travail à Vidy-Lausanne. Ce retour n'avait rien d'anecdotique. Il disait une artiste qui refusait de s'enfermer dans le confort des acquis, qui retournait au texte, au plateau, au risque, à la nudité du jeu vivant. En 2007, elle retrouvait Gérard Depardieu dans Michou d'Aubert, puis tournait Mon fils à moi et Le prix à payer, une suite de rôles qui prouvait qu'elle ne s'était pas contentée de durer. Elle avait continué à habiter son temps. Mais c'est précisément ce contraste qui rend sa mort si poignante. Comment une femme si pleinement inscrite dans le mouvement du cinéma, dans la circulation des œuvres, dans la mémoire affective de plusieurs générations, a-t-elle pu finir par mener un combat aussi solitaire contre l'effritement neurologique? Nous aimons croire que l'art protège ceux qui le servent. Nous aimons croire qu'une carrière, des distinctions, l'admiration du public, le prestige, les rencontres, les succès, les fidélités, les rôles inoubliables forment une sorte de rempart moral contre la souffrance brute. C'est faux. Tout cela éclaire une vie, mais rien n'arrête la maladie. Rien n'empêche le cerveau de se troubler, les gestes de ralentir, les perceptions de vaciller. Le succès ne neutralise ni les défaillances du corps, ni l'humiliation du déclin. Et c'est peut-être la leçon la plus dure de cette disparition.
Derrière la figure monumentale, il y avait une femme exposée à la même finitude que n'importe qui. Ceux qui ont approché la maladie accordent le oui, savent à quel point elle épuise non seulement celui ou celle qu'elle atteint, mais aussi l'entourage. Elle ne se contente pas de grignoter les capacités. Elle désoriente. Elle alterne les moments de lucidité et les phases d'effondrement. Elle dérègle les repères. Elle crée chez les proches une douleur particulière, celle d'assister à une absence progressive dans une présence encore physique. Quel supplice plus déroutant que de voir un être aimé là, devant soi, et pourtant déjà partiellement retiré. Quel mot employer pour cette forme de deuil qui commence avant la mort? C'est une disparition par étapes, et chaque étape laisse derrière elle une fatigue morale presque indicible. On perd des réflexes, des habitudes, des connivences, une spontanéité, un rire, une manière de vous regarder. Puis un jour, on comprend que l'on est déjà en train d'apprendre à vivre avec un manque qui n'a pas encore officiellement eu lieu. Cette dimension, profondément humaine, change le sens même des hommages. Ce que la France pleure aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'actrice aux 4 Césars. C'est aussi l'histoire silencieuse d'une femme qui a dû affronter, derrière le rideau, ce que des millions de familles affrontent elles aussi dans l'anonymat. La peur de voir l'esprit d'un proche se brouiller. En cela, la mort de Nathalie Baye dépasse la seule émotion cinéphile. Elle devient un miroir tendu à tous ceux qui ont connu la confusion d'un parent, les gestes hésitants, les mots qui se perdent, les regards qui se troublent, la terreur de l'hallucination, la dépendance qui s'installe, la vie domestique qui se transforme peu à peu en veille. Voilà pourquoi cette disparition touche si fort. Elle donne un visage célèbre à une douleur universelle. Et comme si cela ne suffisait pas, le 17 avril 2026 a pris pour le monde artistique français la forme d'une date maudite. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Mais là, la douleur a pris une couleur plus sombre, presque suffocante. Une même journée a rappelé aux artistes comme au public que la notoriété n'annule ni le hasard, ni l'usure. Elle n'empêche pas le drame de surgir au coin d'une soirée banale, dans un appartement, dans une piscine, dans une chambre. Dans une ville pourtant familière. On imagine une ville pourtant familière. On imagine les téléphones qui vibrent, les groupes de messagerie qui s'enflamment, les rédactions qui se figent, les proches qui se parlent sans trouver les mots, les visages qui se ferment devant l'invraisemblable accumulation du chagrin. Le deuil individuel s'est alors transformé en chagrin collectif. Et ce chagrin collectif a pris la forme d'une question presque enfantine, donc terrible. Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Pourquoi elle? Nathalie Baye laisse derrière elle beaucoup plus qu'une filmographie. Elle laisse un certain idéal du métier d'actrice, une discipline intérieure. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. La vie d'artiste demande souvent de dissimuler l'épuisement derrière la maîtrise, la tristesse derrière l'élégance, l'instabilité derrière la ponctualité impeccable des apparitions. Une grande carrière ne supprime ni les fractures sentimentales, ni la solitude, ni la pression de durée, ni l'angoisse de l'image. Nathalie Baye, comme tant d'autres, a traversé des pertes, des ruptures, des batailles intérieures que le public ne mesure qu'après coup. Les artistes apprennent très tôt à se tenir droit quand tout vacille. Ils montent sur un plateau, répondent à des interviews, sourient, remercient, travaillent, recommencent. Et pendant ce temps, dans l'ombre, il y a parfois la fatigue, la peur, les examens médicaux, les insomnies, les silences à la maison, les gestes qu'on cache, les absences qu'on maquille. C'est ce décalage entre la façade professionnelle et l'effondrement intime qui rend parfois les destins célèbres si tragiques. Alors oui,
La disparition de Nathalie Baye agit comme une leçon brutale sur l'impermanence. Nous avons beau le savoir, nous vivons comme si certaines présences devaient durer plus longtemps que les autres, comme si les grandes voix, les grands regards, les grands visages, une fois entrés dans notre mémoire collective, étaient presque soustraits à la règle commune. Pourtant, il n'existe aucun passeport contre la fin, ni le talent, ni la beauté, ni la reconnaissance, ni la transmission, ni les récompenses, ni les hommages. Le temps n'épargne personne. Et l'un des plus grands défis humains consiste peut-être justement à cesser de traiter cette vérité comme une abstraction. La mort nous paraît toujours théorique, jusqu'au jour où elle prend le visage de quelqu'un que nous pensions connaître. Dans ces heures de deuil, beaucoup découvrent aussi une autre douleur, plus secrète, plus tenace, celle de ce qu'ils n'ont pas dit. Un message remis à plus tard, une visite reportée, une tendresse supposée acquise, une présence différée pour des raisons qu'on jugeait sérieuses sur le moment et dérisoires ensuite. La mort d'un proche, surtout lorsqu'elle survient après une période de maladie, rouvre presque toujours la même plaie. Aurais-je dû être davantage là? Aurais-je dû parler plus tôt, plus franchement, plus tendrement? Le message de David Hallyday à Laura Smet touche précisément parce qu'il contourne toute sophistication. Face à l'irréparable, l'être humain revient aux mots les plus simples. Aimer, dire qu'on aime, se tenir là. Parfois, c'est tout ce qu'il reste. Et c'est aussi, bien souvent, ce qu'on regrette de ne pas avoir assez fait. On pourrait croire qu'un tel texte devrait se terminer par une formule solennelle, un résumé de carrière, une couronne de superlatifs, quelque chose d'ordonné et de noble. Mais la vérité du deuil est moins propre. Elle est heurtée, incomplète, traversée de souvenirs désordonnés. On revoit un film, on se rappelle une scène, on pense à un visage jeune, puis à un visage mûr. On lit une dépêche, on ferme les yeux. On imagine Paris, un vendredi soir, un appartement devenu soudain trop silencieux. On pense à la famille, aux amis, aux partenaires de jeu, à ceux qui ont su, à ceux qui n'osaient plus espérer, à ceux qui apprennent la nouvelle par leur téléphone, à ceux qui pleurent seuls. On pense aussi au pays entier, qui perd en un instant non seulement une comédienne majeure, mais une part de son propre récit émotionnel. Et c'est peut-être cela, finalement, que la disparition de Nathalie Baye nous oblige à regarder en face. Une vie peut-être immense et demeurée vulnérable, admirée et pourtant menacée, brillante et pourtant traversée par une obscurité que le public ne voit pas. La maladie silencieuse, le recul progressif, la pudeur, la douleur des proches, l'amour qu'on se jure trop tard, l'effroi d'une nation qui perd une artiste au moment même où une autre, Nadia Fares, s'effondre elle aussi dans le même calendrier tragique. Tout cela compose une image presque insupportable de notre condition. Nous bâtissons des œuvres, des réputations, des légendes, mais nous restons des êtres exposés. Exposés à l'accident, exposés à l'oubli, exposés à la disparition de ceux sans qui le monde semblait mieux tenir. Nathalie Baye n'est plus. La phrase paraît encore irréelle, tant son nom semblait appartenir à une permanence. Pourtant, elle est désormais entrée dans ce territoire étrange, réservé aux immenses artistes. Celui où la mort met fin à la présence physique, mais pas à l'influence, pas à la trace, pas à la manière qu'ils ont de continuer à nous regarder depuis leur rôle. Il restera ces films, bien sûr. Il restera Le Petit Lieutenant, ne le dit à personne, selon Mathieu, et tant d'autres. Il restera cette façon de faire vivre la dignité jusque dans la faille. Il restera l'écho des hommages, la stupeur de ce 17 avril 2026, la main tendue à Laura Smet, la peine d'un monde artistique frappé 2 fois le même jour, et cette vérité nue que sa disparition fait remonter comme une lame froide. Nous remettons trop souvent l'amour, la présence et les mots essentiels à plus tard, comme si plus tard nous appartenait. Il ne nous appartient jamais.